Exercice 33. On met 200 grammes de glace à la température de moins 25 degrés à l'intérieur d'un calorimètre. C'est de la glace, c'est donc de l'eau solide. Calculez l'énergie nécessaire pour amener la glace à la température de 0 degré. Donc ça veut dire que d'abord, il faut augmenter la température de la glace. Ensuite, dans un deuxième temps, calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre entièrement la glace. Donc ça va se passer à une température bien précise qui est justement le 0 degré, la température de fusion de la glace. Ensuite, calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau de 0 à 100 degrés. Là, encore une fois, la température va monter. Et puis, calculer l'énergie nécessaire pour vaporiser entièrement l'eau. Alors ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu dans la théorie, pour laquelle vous aviez… Attendez. Oh, ça ce truc. Ici, cours, voilà, clac. Alors, quand on a vu les changements d'état, eh bien, je vous ai montré un graphique qui parlait d'un exemple, en fait. Et c'est exactement ça. La question A, il s'agit, donc là, on ne part pas de moins 20, on parle de moins 25, si je me rappelle bien. Donc, il s'agit de chauffer la glace pour qu'elle atteigne le 0 degré. Ensuite, faire fondre entièrement la glace. Donc là, ça va se passer à la température du changement d'état, c'est-à-dire 0 degré. Ensuite, augmenter la température de l'eau jusqu'à 100 degrés. Et puis finalement, vaporiser complètement l'eau. Là aussi, ça se passe à une température bien précise, la température du changement d'état, qui est la vaporisation. Donc, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait vu dans l'exemple, sauf que les données sont légèrement différentes. Alors, voyons la résolution de cet exercice. Premièrement, la partie A, calculer l'énergie nécessaire pour amener la glace à la température de 0 degré. Notre glace, elle a une température initiale de moins 25 degrés. Donc, ce qu'on voulait faire ici, c'était calculer l'énergie nécessaire pour faire passer la température de la glace d'une température initiale de moins 25 à une température finale de 0. Alors, pour cela, on utilise la formule qu'on a déjà utilisée dans la calorimétrie. Q égale la masse de glace fois la chaleur massique fois la différence de température, température finale moins température initiale. La glace ici, on en a 200 grammes, il faut toujours utiliser les kilos, donc on transforme en kilos, ça fait 0,2 kg. Et la chaleur massique qu'on doit prendre en compte ici, c'est la chaleur massique de la glace, puisque à ce stade, on a encore les choses sous forme de glace. Alors, il faut aller chercher tout ça dans les tables numériques. Table numérique, vous avez à la page 1 ici, je vais mettre ça un peu plus zoomé, voilà. À la page 1 des tables numériques, vous avez justement la glace. Donc ici, je suis chaleur massique, qu'on appelle aussi capacité thermique massique, de la glace, en l'occurrence, c'est 2060 joules par kilo par Kelvin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2060? Eh bien, on les écrit ici. C'est le C de la glace qui apparaît ici dans la formule. Température finale, c'est 0 degré. Température initiale, c'est moins 25 degrés. On met tout ça dans la formule et on trouve le résultat que j'ai mis ici, à savoir 0,2 kg fois 2060 pour la chaleur massique, fois 0 degré comme température finale, moins 25 pour température initiale. Ça fait donc au total 10 300 joules. C'est donc ces 10 300 joules l'énergie nécessaire pour que la température passe de moins 25 à 0 degré. Est-ce qu'il y a une question pour cette partie? Je ne vois pas de main se lever. Alors, maintenant, deuxième partie, B, il s'agissait de calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre entièrement la glace. Donc, quand on fait fondre entièrement la glace, il y a une question de Séraphin. Alors, Séraphin, il faut que je le trouve. La question.
Quand l'eau est à 0 degré, c'est considéré comme de la glace ou comme un liquide? Bah, ni l'un ni l'autre, ou les deux. Ça dépend. En fait, si vous aviez de la glace, comme c'est le cas ici, Oui. quand la glace arrive à 0 degré, c'est là qu'elle commence à fondre. Mhm. Donc, si vous continuez de donner de l'énergie, ben, elle va continuer de fondre. Donc, on aura de moins en moins de glace et de plus en plus d'eau. Donc, en fait, pendant un moment, pendant cette phase que vous voyez donc, sur le graphique, ici, là, Mhm. ici, pendant cette phase, il y a les deux. Il y a de la Ok. glace plus de l'eau. Alors au début, il y a que de la glace, puis donc ici, là, au tout début, il n'y a que de la glace, puis là, à la toute fin, il n'y a que de l'eau. Puis entre deux, ben, il y a les deux. Oui. Donc si vous continuez d'envoyer de l'énergie, ben, il y aura de plus en plus d'eau et de moins en moins de glace. Si vous arrêtez de donner de l'énergie, ben, ça va s'arrêter dans l'état où c'est. Donc, tout ce qui a déjà fondu reste fondu, et puis tout ce qui n'a pas encore fondu reste de la glace. Mais dans la pratique, si vous arrêtez de donner de l'énergie, étant donné que, à part en hiver, ici, où il y a une température qui peut être en dessous de 0 degré, la plupart du temps, la température extérieure, elle est en dessus de 0 degré. Donc, même si vous êtes dans un calorimètre, c'est censé être bien isolé, mais il y a de toute façon quelques pertes. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la glace, elle va continuer à se transformer en eau. Ça, c'est ce qui se passe en réalité. Mais ça va prendre pas mal de temps si vous arrêtez de chauffer. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. De rien. Alors, il y a Jérémy, il est là. Hop. Jérémy? Oui, vous m'entendez? Ouais. Ok. C'est en rapport avec la question de Séraphin. Quand ça commence à devenir la glace plus eau et que la glace est en train de fondre pour se transformer en eau, est-ce que pendant que la glace fond, l'eau qui a déjà fondu est déjà en train de monter en température? Non, Non? non, non. L'eau qui a déjà fondu, elle reste. Vous voyez ici, ça commence ici et ça finit là. Donc, pendant toute cette phase, tant qu'il y a encore de la glace, l'eau ne peut pas augmenter sa température. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, par exemple, vous mettez de la glace dans une casserole puis vous chauffez avec la plaque chauffante sur la cuisinière, dans la cuisine. Eh bien, vous donnez de l'énergie à la glace. Cette glace se transforme en eau. Alors, si l'eau augmente déjà sa température, ça veut dire que vous allez avoir de la glace qui est à 0 degré et puis que l'eau, elle augmenterait. Et ça, en fait, c'est pas possible parce que le mélange va utiliser plutôt cette énergie pour non pas faire augmenter la température de la glace, mais pour casser les liaisons qu'il y a dans le solide qui est la glace, pour que ça se transforme en eau. Et c'est qu'une fois que toutes ces liaisons sont cassées, donc on n'a que de l'eau, que là, si vous continuez à donner de l'énergie, alors la température peut monter. Et puis là, du coup, on commence à attaquer la nouvelle phase de transformation, qui n'est pas une transformation, en fait, la nouvelle phase qui est l'augmentation de la température de l'eau. D'accord, Vous merci. ne pouvez pas, effectivement, chauffer l'eau alors qu'il y a encore de la glace. Ok. Ça, c'est pas possible. Autre question? Il n'y en a pas d'autres. Alors, donc, je reviens à ma question B ici. Calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre entièrement la glace. Alors, cette énergie, il s'agit ici, comme on fait fondre la glace, je crois qu'il est écrit là-dessus, voilà, il s'agit d'un phénomène qu'on appelle le phénomène de fusion. Alors, le phénomène de fusion, c'est ce qu'on appelle aussi un changement d'état. C'est le changement d'état, d'après le graphique que je vous avais donné, qui fait passer de solide à liquide. C'est ça, la fusion. Solide, en l'occurrence la glace, liquide, de l'eau. Donc, il s'agit d'un changement d'état, et comme il s'agit d'un changement d'état, on doit utiliser la formule du changement d'état, c'est-à-dire Q égale M fois L,
où M, c'est la masse de la substance qui doit changer d'état, donc qui doit fondre ici, et L, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente, qui est propre à la substance en question. Alors, cette chaleur latente, on va aller la chercher dans les tables numériques. Qu'est-ce qu'il faut prendre ici? J'ai réécrit la formule déjà ici. Q égale M fois LF. Qu'est-ce que c'est que LF? C'est la chaleur latente, mais c'est la chaleur latente de fusion. Parce qu'en fait, justement, on est dans le changement d'état qui passe de solide à liquide, c'est-à-dire la fusion. Donc, il faut aller chercher dans les tables numériques la chaleur latente de fusion de l'eau. Alors, ça se situe à la page 2, donc au verso en fait du formulaire que je vous avais donné, où vous avez ici les chaleurs latentes de fusion quand on parle du premier changement d'état de solide à liquide ou de liquide à solide, et puis chaleur latente de vaporisation quand on passe de liquide à vapeur ou de vapeur, enfin de liquide à gaz ou de gaz à liquide. Donc, si je résume la situation, si je reprends mon petit schéma ici, lorsque vous avez de la fusion, non, c'est pas ça que je veux, pardon, lorsque vous avez de la fusion ici, ou l'effet inverse que je vais faire en bleu, qui est la solidification, dans ce cas-là, vous utilisez LV. Donc, je vais le mettre en vert pour qu'on ne confonde pas. Ici, là, LV. Si au contraire, vous passez dans l'état de vaporisation, c'est-à-dire, dans l'état de liquide à vapeur, alors, dans ce cas-là, liquide à gaz, en fait, alors dans ce cas-là, on parle de vaporisation. Et dans ce cas-là, il faut utiliser, mais j'ai fait une erreur énorme en fait, je vous prie de m'excuser, ici j'ai fait une erreur énorme, il ne s'agissait pas du LV qu'il faut utiliser, mais bien entendu du LF pour fusion, ici. Voilà. Le LV, on va l'utiliser ici, chaleur latente de vaporisation, c'est dans le cas où soit on fait une vaporisation de liquide à gaz, soit le cas contraire où on fait une liquéfaction, c'est-à-dire qu'on passe de gaz à liquide. Je vous avais dit dans la théorie que ces passages-là de solide à gaz et de gaz à solide sont des cas qui sont possibles du point de vue physique, mais qui n'apparaissent pas ou très rarement dans les situations d'état, les situations standards, de pression atmosphérique standard, température standard. Donc, c'est des situations qu'on n'étudiera pas. Nous, on étudiera vraiment les passages solide à liquide, puis liquide à gaz ou l'inverse. Mais pas trop ça. Alors, donc ici, on a le passage, la fusion. Il faut donc utiliser la chaleur latente de fusion. Cette chaleur latente de fusion, on la trouve dans ici, là, voilà. Dans le tableau, vous avez les chaleurs latentes de fusion. Nous, on veut l'eau, parce que la glace, c'est de l'eau. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilo. 3,3 fois 10 puissance 5, c'est ce que j'ai écrit dans le corrigé ici. Là, voilà. 3,3 fois 10 puissance 5. Donc ça, c'est la chaleur latente de fusion, c'est la valeur qu'il y a ici, et ça doit être multiplié par la masse, et la masse, on a déjà vu que c'était 200 grammes, donc 0,2 kg. Vous faites ce calcul, vous trouvez une réponse de 66 000 joules. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que la température n'a pas changé, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire de température qui entre en ligne de compte dans le calcul ici. Y a-t-il une question pour cette partie B ? Je ne vois pas de main se lever. Donc, je passe à la partie C. La partie C, maintenant, il s'agit de faire monter la température de 0 degré jusqu'à 100. Calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau de 0 à 100 degrés. Il s'agit donc de la phase qu'on avait vue dans le cours.
dans l'exemple que je vous avais donné, donc on est ici à 0 degré et on veut faire monter cette température, donc on n'a que de l'eau cette fois, depuis 0 jusqu'à 100 degrés. Alors, ici, on n'a que de l'eau. Hein. Maintenant, toute la glace a fondu. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, on procède de la manière suivante. C'est à la deuxième page du corrigé, en fait. Hein. Là, je suis à la première, là, je suis à la deuxième. Voilà. Je cherche l'énergie pour faire passer l'eau d'une température de 0 degré à 100 degrés. Il faut donc appliquer la formule Q égale M fois C fois la différence de température, mais cette fois le C, c'est le C de l'eau, c'est-à-dire la chaleur massique de l'eau puisque toute la glace a fondu. Celle-là, on l'a utilisée à maintes reprises, 4180 joules par kilo par Kelvin, notamment pendant le TP sur la calorimétrie. Vous avez donc utilisé cette valeur-là dans le but finalement de déterminer la chaleur massique de l'aluminium, du fer et du cuivre. Alors, la masse, c'est toujours 200 grammes. Et maintenant, la température initiale, c'est 0 degré. On a une eau qui vient de fondre, qui est à 0 degré. Et on veut donc continuer à la chauffer pour qu'elle atteigne 100 degrés. Combien d'énergie on doit lui donner? Eh bien, on utilise cette formule. Alors, Q égale 0,2, c'est la masse. 4180, chaleur massique, fois, entre parenthèses, 100 moins 0. 100 moins 0, c'est la température finale moins la température initiale. Vous faites ce calcul, vous trouvez 83 600 joules. Question sur cette partie C? Je ne vois pas de main qui se lève. Bon, alors, dernière étape. La dernière étape, c'est la partie D. Il s'agit cette fois de calculer l'énergie qui est nécessaire pour vaporiser entièrement l'eau. Donc, il s'agit ici d'un changement d'état. L'état on a de l'eau à 100 degrés hein, maintenant. L'eau à 100 degrés, c'est la limite, c'est le passage à la vapeur, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on appelle la vaporisation ici. Non, c'est là, pardon, ici. Donc, on est dans cette phase-là, hein, ici. Mais quand on regarde le tableau des changements d'état, il s'agit ici de vaporiser le tout. Donc, il faut amener une certaine quantité d'énergie supplémentaire pour passer du liquide qui est à 100 degrés au gaz, qui est la vapeur, donc pour l'eau, aussi à 100 degrés. Donc, c'est de la vaporisation. Et quand c'est de la vaporisation, c'est un changement d'état. Donc, si c'est un changement d'état, on doit utiliser encore une fois cette formule Q égale M fois L. Mais L, cette fois, c'est la chaleur latente de vaporisation. Toujours de l'eau, bien entendu. On va chercher dans les tables numériques et on voit qu'il y a on a ici les chaleurs latentes et de vaporisation, qui est le deuxième changement d'état possible. Et donc, pour l'eau, ici, eh bien, la valeur, elle est de 23 joules par Kelvin. Par kilo, pardon, 23 joules par kilo. 23 fois 10 puissance 5 joules par kilo. Je vais y arriver. Alors, concrètement, dans notre exercice, qui est donc ici, voilà, l'énergie nécessaire pour vaporiser l'eau, on applique la formule que je viens de vous dire, Q égale M fois L, mais le L en question ici, c'est la... j'ai oublié un mot ici. J'ai oublié un mot, je réalise ici, c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Alors, maintenant que j'ai un petit stylo, je vais vite le rajouter. Alors, attention, hop, on est où? Là, chaleur. Ouais, ben c'est mieux, c'est pas bien ce que je fais. Hop, c'est la chaleur, voilà. Latente. Ça vient ici, voilà. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Chaleur latente de vaporisation de l'eau. Je pense que de toute façon, vous aviez compris. Et la valeur, c'est 23 fois 10 puissance 5 joules par kilo.
Alors, on met ça dans la formule. Pour ce qui est de la masse, ça fait 0,2 kg toujours. Et la chaleur latente de vaporisation de l'eau, c'est les 23 fois 10 puissance 5. On fait ce calcul et à la fin, on trouve 460 000 joules. Question sur cette partie? Pas de question. Alors, en définitive, vous voyez que ce qui requiert beaucoup d'énergie, c'est surtout cette partie, la dernière, en fait, hein, pour vaporiser complètement l'eau. Vous voyez qu'il faut 460 000 joules. Comparé à l'énergie qu'il faut pour la faire passer de 0 à 100, pour la chauffer, donc, il fallait que 83 600. 460 000, 83 600, c'est à peu près 5 fois plus, hein, 5, même plus que 5 fois plus. Donc, il faut à peu près 5 fois plus d'énergie pour la passer pour la vaporiser, donc ça veut dire transformer entièrement le contenu de la casserole en gaz, hein, pour qu'il n'y ait plus rien dans la casserole, que pour la chauffer de 0 à 100. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir que là aussi, hein, pour la passer de moins 25 à 0, cette glace, il faut 10 300 joules, tandis que pour la faire complètement fondre, donc pour casser toutes les liaisons qu'il y a dans le solide qui est la glace, il faut 66 000 joules. Donc, c'est clair que les changements d'état prennent beaucoup d'énergie. Parce que là, il ne faut pas seulement agir sur les molécules puis leur donner de plus en plus d'énergie pour qu'elles vibrent de plus en plus. Il faut vraiment casser les liaisons qu'il y a entre les molécules. Alors ça requiert plus d'énergie.